Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, donc nouveau et dernier chapitre que nous ferons ensemble. Donc c'est la séquence 2 du thème 1, l'urbanisation du monde. Donc on a vu dans un premier temps un paysage et espace de l'urbanisation. Et là, on va s'intéresser plus précisément aux villes, donc les villes inégalement connectées au réseau de la mondialisation. Donc la problématique, c'est comment les paysages traduisent-ils l'inégale intégration des métropoles à la mondialisation. Donc ce que vous allez découvrir, vous allez apprendre à caractériser une ville mondiale. Qu'est-ce qu'une ville mondiale? Comprendre son rôle dans la mondialisation, en quoi les villes jouent un grand rôle dans cette mondialisation. Cela permettra de comprendre comment elles sont reliées au réseau de la mondialisation. Enfin, vous allez comprendre que certaines villes sont à l'écart de cette mondialisation. On verra pourquoi. Donc comme d'habitude, je vous ai mis le plan et les consignes. Donc dans un premier temps, les repères avec la géographie des villes mondiales au fil des siècles, que je vais vous expliquer à travers les cartes, c'est très simple. Ensuite, on étudiera Londres, une ville mondiale, point d'interrogation. Donc à partir du diaporama de la vidéo et de cette vidéo que je suis en train de vous faire, il faudra donc compléter une carte mentale, vous verrez, c'est très simple. Ensuite, on étudiera la ville de Détroit aux États-Unis et on verra en quoi c'est une striking city. Donc vous voyez que c'est un mot anglais, vous verrez que dans ce chapitre, il y a pas mal de mots anglais. Donc vous allez travailler votre anglais. Et pareil, donc là, à l'aide de vidéos et de cartes mentales aussi à remplir. Enfin, vous verrez donc les villes dans la mondialisation. Donc là, c'est l'étude d'une carte et la réalisation d'un croquis que vous ferez tranquillement du coup à la maison. Il n'y a pas de souci, c'est hyper facile. Par contre, la carte, il faudra bien la prendre. Je vous en reparlerai. Et on finira donc avec des villes à l'écart de la mondialisation où vous aurez un PowerPoint à réaliser sur une des villes. Voilà, je vous expliquerai un peu plus. Alors, ce qui est important à comprendre et à savoir, c'est connaître les principales métropoles et les 3 grandes mégalopoles. J'ai déjà parlé des mégalopoles dans le chapitre d'avant. Donc il faudra vraiment savoir les placer sur une carte et les connaître par cœur. Comprendre l'archipel mégalopolitain mondial. Donc là, pour l'instant, ça ne vous dit pas grand-chose. Mais quand on va faire la leçon, vous verrez que ça s'éclaircira, c'est pas très compliqué. Être capable d'expliquer le rôle des villes mondiales dans la mondialisation. Être capable d'expliquer que certaines villes sont à l'écart de la mondialisation. Donc voilà, la ville purement mondiale et la ville au contraire qui n'est pas du tout mondialisée. Alors, j'insiste sur ce chapitre parce que avec celui d'avant, c'est les chapitres qu'il faudra réviser en géographie pour les épreuves communes. Je vous en reparlerai. Voilà, donc les compétences qu'on retrouve, donc c'est réaliser un croquis des villes mondiales, puisque vous allez faire un croquis, une carte. Nommer, localiser et caractériser plusieurs espaces, puisque en géographie, on étudie des espaces. Donc là, c'est les villes qu'il faudra caractériser, expliquer. Utiliser un document, ça c'est la compétence de base. Il faut savoir citer, extraire, exploiter des informations. Et enfin, pratiquer différents langages à l'écrit, puisque là, on est sur des cartes mentales et voir peut-être des récits. Je vous en parlerai. Allez, on démarre avec les repères. Donc, en fait, j'ai repris les documents de votre livre, page 190-191. Donc, soit vous suivez avec le diaporama, soit vous avez votre livre sous les yeux, où vous allez retrouver donc les cartes. Donc, première carte, en fait, ça vous montre donc les villes marchandes au Moyen-Âge. Donc, c'est pour vous expliquer un peu l'évolution, puisque sans peut-être en avoir eu conscience, depuis le début en fait de la 6e, on étudie souvent les villes. On avait vu par exemple en 6e les grandes villes de l'Antiquité, avec Rome par exemple, ou avec Rome, avec Athènes. Donc c'était les grandes villes déjà de l'Antiquité. Et surtout l'année dernière, on a commencé à beaucoup étudier, rappelez-vous, les villes marchandes du Moyen-Âge, notamment avec Venise, Gênes, Constantinople, qu'on avait pu étudier, et avec cette fameuse route du commerce avec l'Orient,
notamment pour la soie et les épices. Donc, c'est pour vous expliquer que donc il y a toujours eu des villes dites mondiales, c'est-à-dire qui vont prendre une part active à l'économie et au commerce et qui vont être des nœuds, des points d'échange entre divers continents et pays. Alors, au Moyen-Âge, il faut savoir en effet que, je vous rappelle, on n'a pas encore découvert l'Amérique. Donc on n'est pas dans une vraie mondialisation, puisque le commerce se fait essentiellement entre l'Europe et l'Asie. Donc vous voyez qu'il y a très peu de routes finalement marchandes, mais on a déjà comme ça des villes qui deviennent très importantes, qui s'enrichissent, notamment Gênes et Venise ou Constantinople, qui sont, rappelez-vous, des carrefours commerciaux de l'époque. Ensuite, donc ça va s'accélérer avec ce qu'on a vu, alors vite fait en fin d'année, mais que j'ai repris quand même en début d'année de quatrième. Donc c'est les villes du commerce océanique avec la découverte de l'Amérique, la colonisation de l'Amérique. On va pour la première fois, je vous rappelle, avoir ce qu'on appelle la première mondialisation, c'est-à-dire pour la première fois, tous les continents vont échanger ensemble des hommes et des marchandises, essentiellement pour ce XVIe siècle et bien sûr tout le XVIIe et XVIIIe siècle avec ce qu'on a vu en début d'année, à savoir donc le commerce triangulaire. Et là, vous voyez on va retrouver déjà pas mal de grandes villes qui deviennent des grandes villes du commerce océanique. Donc, et vous allez voir que certaines sont toujours des grandes villes mondiales actuelles. Donc, par exemple, là, vous voyez qu'on a des villes qu'on va retrouver en Amérique avec Mexico, Amérique du Sud avec Rio, Lima. On a Amsterdam, Lisbonne, Séville, donc les villes d'Europe. Et vous voyez qu'on commence à avoir aussi beaucoup de villes d'Asie avec Shanghai, Macao, Mumbai, qui sont des villes que vous connaissez encore actuellement puisque ce sont encore des villes, bien sûr, très importantes aujourd'hui. Donc, vous voyez qu'il y a un changement, c'est-à-dire que les grandes villes du commerce du Moyen-Âge disparaissent. On a Constantinople qui n'existe plus du tout, puisque je vous rappelle qu'elle a été prise par les Turcs et qui n'a plus du tout son influence. Pareil pour Venise et Gênes, puisque le commerce va se déplacer vers les océans, notamment Atlantique. Et donc, les villes méditerranéennes, du commerce méditerranéen, finalement, sont en déclin. Voilà, aujourd'hui, ce que je voulais vous montrer, c'est que finalement, les routes commerciales, les connexions entre les continents à travers ces villes qui jouent le rôle de nœuds, vont s'augmenter petit à petit dans l'histoire. Donc au départ, un commerce très méditerranéen et asiatique européen. Petit à petit, avec donc ce 16e, 17e, 18e siècle, on arrive à un commerce océanique, avec aussi, bien sûr, les bateaux qui sont plus performants. Et aujourd'hui, on parle vraiment d'un monde interconnecté. Et donc, avec cette carte, on voit bien à quel point déjà il y a de plus en plus de villes mondiales qui sont connectées notamment par quelque chose qui est vraiment une invention de nos époques, c'est donc l'aviation et donc les routes aériennes les plus empruntées, puisque je vous rappelle qu'aujourd'hui on est dans ce qu'on appelle la troisième mondialisation et que dans cette mondialisation on est sur l'échange de marchandises, d'hommes, de capitaux, c'est-à-dire de tout ce qui est argent, où les pays peuvent donner de l'argent à investir dans des entreprises d'un autre pays par exemple, mais on est aussi dans un échange de connexion d'informations via les réseaux sociaux, via Internet. Voilà, tout est connecté aujourd'hui. Et aussi, une des inventions qui a bouleversé le transport, et notamment la rapidité du transport, c'est l'avion, qui permet à la fois d'échanger des marchandises, mais aussi des personnes. Donc vous voyez qu'on retrouve certaines villes, par exemple Mexico, Sao Paulo,
Bon, là, il y a pas Shanghai, mais on aurait pu la mettre aussi, hein, parce qu'elle fait quand même partie des grandes villes. Vous voyez qu'on retrouve donc notre Amérique plutôt nord, Europe, Asie, qui sont vraiment interconnectées avec des grandes métropoles, c'est-à-dire des grandes villes mondiales, telles que Londres, New York, Hong Kong, Tokyo, Paris, hein, qui sont vraiment des nœuds, hein, vous voyez, cette mondialisation et de cette connexion aérienne et même marchande. Voilà. Donc c'est pour vous montrer que finalement, les villes, de tout temps, elles ont joué un rôle très important dans les échanges et au fur et à mesure dans la mondialisation, et c'est ce qu'on va étudier dans ce chapitre. Allez, donc première partie, c'est Londres, une ville mondiale, point d'interrogation. Donc à partir des documents du diaporama et de la vidéo que donc, vous êtes en train d'écouter, il va falloir compléter donc, la carte mentale, hein, qui arrive un peu après. Allez, donc premier document, c'est donc un plan de Londres, et donc l'idée que Londres est une ville connectée au monde. Donc vous voyez que sur ce plan, on voit déjà, première idée, c'est une ville mondiale, donc avec ce qu'ils ont appelé le Grand Londres, donc qui regroupe le centre et les banlieues très proches, hein, de Londres. Ensuite, on voit, hein, comme on a vu avec toutes ces grandes villes, l'étalement urbain, et on vous a mis aussi donc, le quartier d'affaires. Il y en a plusieurs, hein, c'est pour ça qu'il y a un S, avec celui du centre qui est la City, mais on verra après que donc il y a d'autres quartiers d'affaires, d'autres CBD dans Londres. Donc ce que je veux vous montrer, c'est que déjà la ville mondiale, elle est mondiale parce que c'est une grande ville, hein. On est d'accord qu'une petite ville perdue ne peut pas être une ville mondiale. Londres est aussi une ville mondiale parce qu'elle a un poids démographique important. On voit aussi que donc elle a des quartiers d'affaires, ça c'est important, et elle est connectée au monde. Dans cette carte, on voit, hein, qu'il y a un carrefour, ce qu'on appelle un carrefour de communication, c'est-à-dire un carrefour, c'est un endroit où se rejoignent plusieurs types de communication. Donc on vous dit qu'il y a les autoroutes et les voies rapides qui sont en rouge. Il y a le fameux Eurostar qui fait la connexion avec l'Europe, hein. Donc ce fameux train à grande vitesse qui passe par le tunnel de la Manche et qui permet de relier très rapidement l'Europe continentale avec le Royaume-Uni. On a des aéroports internationaux, hein, qui permettent la connexion avec le monde, donc notamment Heathrow, Gatwick et Stansted. Et on a donc des voies maritimes qui permettent aussi la connexion avec l'Europe et le monde, donc par la mer du Nord, par la Manche, et qui permettent donc à Londres d'être relié au trafic commercial maritime, puisqu'aujourd'hui, hein, la majorité du commerce se fait par la voie maritime, hein, se fait par les grands bateaux avec les conteneurs, hein, donc c'est très important pour une ville d'être connectée à la mer. Enfin, on a ce qu'on avait déjà vu dans la première leçon, hein, ce qu'on appelle les ZIP, des zones industrielles ou portuaires, hein. C'est donc ces zones, hein, qui sont connectées aux mers et qui permettent l'échange de marchandises et d'industries. Allez, donc, autre carte qui vous montre cette fois les fonctions du centre de Londres. Et on voit dans la légende qu'on vous parle, hein, de fonctions d'une ville mondiale. Donc, vous avez la fonction politique, culturelle, les activités financières, de services, et bon, les espaces verts, hein, qu'on vous a montrés. Alors, j'attire votre attention donc sur la fonction politique. Donc, c'est ce qu'il y a en rouge avec le palais de Buckingham, le Parlement de Westminster, hein. Alors, pourquoi on vous a mis ça? Puisque je vous rappelle que Londres a une portée, une fonction politique très importante, puisqu'elle est la capitale de l'Angleterre et du Royaume-Uni. C'est là où siège le Parlement et où siège aussi, on trouve, hein, la reine dans le palais de Buckingham. Donc, c'est hyper important, hein, de savoir cela. Ensuite, elle a bien sûr des fonctions culturelles. C'est une grande ville très très touristique.
Et donc là, on voit, par exemple, que vous avez, dans la fonction culturelle, c'est tout ce qui est en jeune. Donc par exemple, le British Museum, les universités, l'Université de Londres. Vous avez le Tate Modern, le National Theatre. Voilà, plusieurs endroits. On ne les dit pas tout. Je pense que pour certains, vous devez peut-être avoir déjà visité Londres ou du moins connaître un petit peu les monuments de Londres. Donc il y a un poids culturel important par un rayonnement d'art d'une certaine culture et par ces universités qui sont très cotées. Et notamment, je vous rappelle aussi que l'anglais est la langue la plus parlée au monde, la première langue du monde aujourd'hui. Ensuite, on a des activités financières avec donc les fameux CBD, donc quartier d'affaires et centre financier. Donc vous avez la City qui est le plus ancien, qui est en plein centre de Londres avec la bourse de Londres. Vous avez donc les grandes banques aussi. Vous avez le London Bridge Carter et le Canary Wharf, donc c'est là où il y a marqué Dockland. Donc c'est le deuxième grand CBD qui a été créé il y a quelques années sur les anciens docks justement de la Tamise qui étaient désaffectés. Ils ont créé donc un grand CBD qui est plutôt tourné vers les entreprises informatiques de pointe, les réseaux sociaux et compagnie, et donc il s'appelle Canary Wharf. Donc ça serait bien de retenir donc ces deux CBD, la City et Canary Wharf. Donc vous voyez qu'on a une fonction politique, une fonction culturelle, une fonction financière et économique. Donc justement, le poids financier d'une ville mondiale, donc en effet, on a vu qu'elle a une fonction financière, mais encore faut-il voir quelle est la place de Londres dans le monde. Est-ce qu'elle a une place financière qui est finalement importante et économique qui est importante que dans l'Europe ou le Royaume-Uni, ou est-ce que vraiment on peut parler de ville mondiale? Donc voilà un document, on vous dit Londres est la première place boursière européenne et la principale plateforme aéroportuaire du continent. Donc là, vous voyez que première place boursière européenne, donc c'est la grande bourse européenne, mais son influence internationale est surtout marquée par le secteur de la finance et symbolisée par la City, son centre historique. Donc le premier CBD est vraiment le centre des finances, c'est là où il y a les fameux traders qui jouent sur les bourses, et la bourse de Londres, et c'est là où on trouve la bourse de Londres, qui est donc la première européenne, et vous allez voir la troisième mondiale. Donc on vous dit la City, peuplée de 7300 habitants, concentre 368 000 emplois, les 2/3 dans le secteur de la finance et des assurances. Elle abrite la bourse de Londres, troisième mondiale derrière New York et Tokyo. Donc dans le monde qui font l'économie et les finances du monde entier, ce sont les trois grandes bourses où essayent de rentrer les grandes entreprises. Vous savez qu'une entreprise a une influence quand elle rentre en bourse, quand elle est cotée en bourse. Donc la première, c'est New York, aux États-Unis. La deuxième, c'est Tokyo. Et la troisième, c'est Londres. Et ces trois CBD avec ces trois places boursières, font l'économie mondiale. C'est là où se joue toute l'économie mondiale. On vous dit plus de 500 banques, dont celle d'Angleterre et les sièges de nombreuses multinationales, sont donc dans la City, dans ce CBD. Donc je vous rappelle que les CBD sont en effet des centres de commandement financier et économique. Et donc en effet, on va y trouver la bourse, on va y trouver les sièges sociaux des entreprises. Donc c'est là où il y a les dirigeants de toutes les entreprises, soit du pays, soit là on vous dit multinationales, c'est-à-dire ce sont des entreprises implantées dans plusieurs pays, qui concernent plusieurs pays. Alors je ne vous donne pas un exemple londonien, quoique il doit y avoir, mais par exemple dans les grandes entreprises multinationales que vous connaissez, il y a Apple, il y a tout ce qui est réseaux sociaux, c'est-à-dire Facebook par exemple, ou Instagram, qui sont reliés. Tout ça, c'est des entreprises multinationales, c'est-à-dire qu'on les trouve implantées dans différents pays. Alors, sa situation géographique lui permet de dialoguer avec l'Asie le matin
et l'Amérique du Nord l'après-midi. Donc ça, c'est une métaphore hein, pour vous montrer qu'en effet, Londres et l'Europe hein, a une place centrale puisqu'elle se trouve entre les États-Unis enfin, l'Amérique du Nord et l'Asie et que elle permet voilà, donc, d'être autant connectée à la bourse de New York qu'à la bourse de Tokyo et aux grandes villes mondiales hein, telles que Shanghai, Mumbai, Hong Kong, Tokyo et de l'autre côté New York, Mexico, Sao Paulo, hein, bien sûr, hein, surtout plutôt l'Amérique du Nord. Notamment parce que dans la City, on a directement un aéroport international hein, qui s'y trouve et qui donc permet de voyager très facilement. Hein. Vous sortez de la banque, par exemple, pour les traders, ils peuvent prendre un avion et être directement à New York en quelques heures. Voilà. Donc ça, c'est pour la City. Deuxième CBD, on vous dit à l'est, le long de la Tamise, donc le quartier d'affaires ultra-moderne de Canary Wharf, construit sur les friches des anciens docks. Donc c'est les anciens entrepôts hein, de la Tamise, hein, où il y avait du commerce, se développe rapidement. Certaines banques s'y installent pour regrouper sur un seul site toutes leurs activités. Le nouveau quartier s'étend sur plus de 50 hectares, donc il est très grand. Il compte 37 immeubles et 5 centres commerciaux. 110 000 salariés y travaillent, dont 41 000 dans le secteur bancaire. Le prix du mètre carré y est moins élevé. Donc, en fait, pour vous comparer, finalement, d'un côté, on a la City qui est le très ancien CBD hein, qui date du 19e siècle, hein, avec les banques déjà à l'époque, qui est en plein centre de Londres, donc qui est très beau, mais qui ne peut pas être agrandi puisqu'il est en plein centre. Du coup, ils ont créé un autre CBD, donc dans des anciennes friches désaffectées des docks, un peu plus dans la banlieue, mais on reste quand même dans le centre de Londres. Et du coup, donc, c'est un nouveau CBD encore plus moderne, c'est là où on trouve vraiment les buildings les plus modernes, et vous voyez où se développe aussi énormément d'emplois dans le secteur bancaire et aussi des centres commerciaux. Et comme je vous disais aussi, on a pas mal d'entreprises de pointe plutôt tournées vers Internet et les réseaux sociaux. Alors, ensuite, Londres dans le classement des villes mondiales. Donc, je voulais vous montrer que dans le classement général, Londres est la deuxième ville mondiale, après New York. Alors, attention, on n'est pas du tout dans l'idée là de population. C'est-à-dire que ce n'est pas la population qui fait qu'on est classé dans les villes mondiales, c'est par rapport à l'influence économique, financière, au poids culturel que peut avoir une ville. Donc, la ville mondiale par excellence, c'est New York, hein, qui est en effet quand même encore toujours la place économique et financière du monde. Et ensuite, vous avez Londres. Vous voyez qu'en troisième, on trouve Paris, notamment Paris par son rayonnement culturel et aussi politique qui est très fort. Allez, donc là, vous avez une image un petit peu des quartiers d'affaires de Londres pour que vous puissiez un petit peu mieux les avoir en tête. Donc, vous avez au milieu des monuments, donc avec la cathédrale Saint-Paul, la Tamise en plein centre. Vous avez donc la City qui est le numéro 4, donc qui est ce fameux CBD ancien, dans lequel on a quand même construit, vous voyez, des buildings qui s'élèvent et qui sont très modernes et qui d'ailleurs peuvent étonner dans plein milieu de ce centre historique. Mais voilà, ils ont vraiment voulu marquer le CBD comme on peut avoir dans les villes américaines. Sur cette photo, on vous montre aussi donc les musées et on vous montre aussi donc le London Bridge Tower que vous connaissez, qui est un des grands monuments de Londres. Et enfin, donc le 5, vous voyez, beaucoup plus éloigné du centre-ville, vous avez le fameux Canary Wharf, les Docklands et Canary Wharf. Pareil, vous voyez, on voit des immeubles, des buildings qui s'élèvent, qui font une skyline. Donc voilà pour ces quartiers d'affaires. Donc, autre vue du centre, on retrouve nos CBD, donc la City avec le A,
On retrouve Canary Wharf en C, tout au fond là-bas, et notre fameuse Tamise au milieu. Alors, ce qui est important aussi dans cette image, c'est que on vous montre aussi de nouveau la cathédrale Saint-Paul, le Tate Modern Museum, et surtout on vous dit que Londres est aussi une ville culturelle puisqu'elle accueille plus de 16 millions de touristes par an, alors en 2013 notamment. Et en effet, il faut savoir que pour l'instant, la première ville du tourisme mondial reste Paris, mais Londres talonne de très près Paris, voire certaines années même peut dépasser. En gros, les grandes villes touristiques, on a New York, Londres, Paris, voilà, qui accueillent énormément de tourisme. Allez, donc le document 5, je passe donc un centre économique et financier majeur. Donc je passe assez vite, on l'a vu. Londres est un centre économique et financier majeur puisqu'elle est la première place boursière européenne et surtout elle est donc la troisième bourse mondiale après New York et Tokyo. Voilà, elle a donc des gratte-ciel de partout et surtout plus de 500 sièges de banques et de multinationales. Donc je passe vite, je vous l'ai remis ce document, mais en fait c'est un peu le même que celui qu'on avait vu avant. Par contre, dans l'idée d'influence culturelle, je vous ai mis le document 2 dans les exemples, notamment qui a fait de Londres une ville au rayonnement culturel mondial. Elle est devenue donc le site des Jeux Olympiques de 2012 et qui a donc amené énormément de monde déjà à Londres, mais surtout qui l'a fait rayonner dans le monde entier puisque tout le monde suit tous les pays, majoritairement tous les pays participent aux Jeux Olympiques et c'est retransmis dans le monde entier. Donc c'est des retombées qui sont très importantes. Ensuite, toujours dans l'idée d'une ville connectée au monde, on a vu donc les différentes façons d'être connectés, les aéroports, Eurostar, les autoroutes, et surtout donc aussi ce qu'on appelle les hubs aériens. Là, vous avez donc justement l'exemple de la gare de Saint-Pancras, d'où part l'Eurostar. Si vous avez déjà pris dans votre vie l'Eurostar, vous arrivez en France, vous arrivez à Londres, à Saint-Pancras, et vous repartez de la gare de Saint-Pancras. Voilà. Donc, je vous ai mis aussi le vocabulaire, donc un hub aérien. C'est cette idée qu'il y a un nœud de transport aérien, c'est-à-dire que vous allez avoir les avions du monde entier qui vont arriver dans tel aéroport. Donc là, Londres est clairement un hub aérien. On va le voir avec juste après, avec la carte juste après. Voilà, donc cette idée d'hub aérien, donc notamment avec l'aéroport d'Heathrow, qui est légèrement dans la banlieue londonienne et qui est le grand aéroport international de Londres. Et là, vous voyez, avec cette carte, je trouve qu'on se rend compte à quel point c'est un hub, c'est-à-dire à quel point toutes les destinations peuvent se retrouver donc sur Londres. Et donc à quel point c'est un nœud. C'est-à-dire, soit on part de Londres pour aller où on veut, que ce soit en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Afrique ou en Asie, soit on part de n'importe quelle ville et on va arriver donc facilement au Royaume-Uni, à Londres, grâce à Heathrow, ce grand aéroport international. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment important. Une ville mondiale est obligatoirement connectée au monde par voie aérienne, puisqu'aujourd'hui c'est le plus rapide. Voilà, donc avec tous les documents, avec ce que j'ai essayé de vous expliquer, j'espère que j'étais assez claire. N'hésitez pas, comme d'habitude, à voir la vidéo plusieurs fois. Il faut donc remplir cette carte mentale, donc Londres, une ville mondiale. Alors,
vous voyez que il y a plusieurs parties. Donc, première idée, c'est l'idée que déjà, elle a un poids démographique important. Alors ça, je vous l'ai déjà mis puisque je trouvais plus facile de vous donner les informations que de vous mettre des documents. Donc, on a 11 millions d'habitants pour l'aire urbaine. Alors, une aire urbaine, ça comprend le centre, la ville-centre de Londres, la banlieue et toutes les communes périurbaines autour, d'accord ? Donc, elle est très grande, hein, l'aire urbaine de Londres. Et donc, c'est 11 millions d'habitants. C'est la ville la plus peuplée d'Europe, juste devant Paris. Donc, c'est une mégapole. Je vous rappelle qu'une mégapole, c'est une ville de plus de 10 millions d'habitants. Et elle connaît une forte croissance urbaine. Londres fait partie des villes qui connaissent encore une forte croissance. Beaucoup de gens veulent s'installer à Londres et des gens du monde entier. Elle fait partie de la mégalopole européenne. Je vous rappelle qu'on avait vu ce qu'était une mégalopole. Donc c'est un vaste ensemble urbanisé qui comprend souvent donc, plusieurs grandes villes. Et donc la mégalopole européenne, je vous rappelle qu'elle va de Londres jusqu'à Milan en faisant une espèce de croissant, en passant notamment par Paris. Voilà, donc, et qui influence l'Europe. Elle a une population cosmopolite. Rappelez-vous, on l'avait vu en 6e, c'est une ville où il y a des quartiers par exemple avec différentes ethnies, il y a beaucoup d'Indiens, il y a aussi beaucoup des pays des Émirats Arabes Unis par exemple, on va avoir beaucoup de Français, voilà, tout le monde entier se retrouve à Londres, c'est une ville très cosmopolite. Alors, ensuite, donc, si vous avez bien compris mes documents, on a vu qu'elle est connectée au monde. Donc, à vous de me remettre les éléments qui montrent qu'elle est connectée au monde. Je vous rappelle que donc il y a une carte qui est destinée à ça, donc retrouvez-la. Ensuite, elle a des fonctions politiques. Pareil, à vous de remettre les exemples qu'on a vus qui montrent bien qu'elle a une fonction politique, une fonction économique et financière, ça va ensemble. Donc pareil, je pense que j'ai assez insisté sur où est-ce que se trouvent les fonctions économiques et financières et qu'est-ce qu'il y a. Et bien sûr, les fonctions culturelles, à vous aussi de reprendre tout ce qu'on a vu sur les fonctions culturelles. Voilà. Alors, comme je vous l'ai mis, je vous mettrai la correction en même temps que le diaporama. Mais j'aimerais que vous fassiez l'effort de le faire tout seul. Voilà, de vous tester et ensuite vous avez la correction, vous voyez si vous avez fait faux ou juste. Il n'y a que comme ça que ça sera intégré. Allez, grand 2. Cette fois, on passe à une toute autre ville. Pourquoi Détroit est-elle une striking city ? Alors là, il y a plusieurs vidéos et cartes et pour faire une carte mentale aussi. Donc, je vous ai mis 2 vidéos. Une vidéo qui explique un petit peu ce qui s'est passé à Détroit, pourquoi on parle d'une striking city, et qui vous montre un petit peu tous les projets qui se font. Donc, n'hésitez pas, je vous l'ai mis dès le début, mais n'hésitez pas à la revoir après, retravailler, c'est sur cette vidéo. Donc, découvrez peut-être déjà Détroit et ensuite vous revenez sur cette vidéo. La deuxième vidéo, c'est des images en time-lapse, excusez-moi, de la ville de Détroit qui vous permettra de vous rendre compte au niveau du paysage à quel point c'est une ville qui est marquée et en quoi c'est vraiment une striking city. Je vais y revenir. Alors, Détroit, une striking city. Alors, Détroit est une striking city, c'est-à-dire une ville qui rétrécit. En fait, ce terme anglais que les géographes adorent, parce qu'en géographie, on adore utiliser l'anglais, c'est comme ça, c'est l'idée que, en fait, c'est une ville qui rétrécit, c'est-à-dire qui a connu un très grand essor à une certaine époque, avec énormément d'habitants, qui a été même une ville mondiale, et qui d'un coup, on va le voir pourquoi, va rétrécir, va perdre des habitants, et finalement va devenir, on parle presque de ville, parfois de quartier fantôme. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à Détroit ? Donc, si vous avez vu la vidéo avant, vous avez quand même un peu l'idée, mais je préfère vous le rappeler, bien vous expliquer. Donc, Détroit, déjà depuis longtemps, connaît donc un rétrécissement et surtout
des crises. Déjà à la fin des années 1960, il y avait des émeutes raciales entre blancs et noirs qui font fuir les blancs des classes moyennes vers les banlieues. La fin de l'âge d'or de l'automobile entraîne un déclin progressif. Donc il faut savoir que en fait, Détroit était une grande ville de l'industrie automobile au début du XXe siècle, avec l'entreprise General Motors. Et donc c'était une ville très florissante, très riche, qui était c'était une des puissances, des grandes puissances, villes puissantes des États-Unis. Et puis, avec le déclin automobile, parce que en fait, ça coûtait trop cher de fabriquer aux États-Unis, les grandes entreprises comme General Motors sont parties. Et donc, ça a fait une crise énorme. Ensuite, il y a eu la crise économique de 2007, qui a été mondiale, qui a encore plus affaibli la ville. Donc il y a eu des saisies immobilières et du coup les 3 principaux employeurs de la ville ont fini par partir définitivement, donc Ford, Chrysler et General Motors. Voilà, donc la grande métropole qui comptait 2 millions d'habitants n'en abrite plus que 800 000, voire 700 000 aujourd'hui. Donc c'est ça, en ça qu'elle rétrécit, c'est-à-dire que c'était une ville florissante qui était la ville de l'industrie automobile avec plus de 2 millions d'habitants, ce qui est quand même énorme, et qui d'un coup se retrouve à 800 000, 700 000 habitants, qui perdent des habitants à cause d'une crise. Donc, le syndrome des villes manufacturières de la Rust Belt, ceinture de la rouille du nord des États-Unis, Cleveland, Flint, Pittsburgh, est bien connu. Donc, il faut savoir que pendant très longtemps, donc tout le nord des États-Unis, c'est ce qu'on appelait la Rust Belt, la ceinture de la rouille. C'était là où on trouvait les premières industries, donc automobile, sidérurgie, ces grosses industries de la première industrialisation. On l'étudiera, vous l'étudierez un peu après. Et ces industries, hélas, la plupart sont fermées, se sont délocalisées. C'est la même chose en Europe. Aujourd'hui, que ce soit l'Europe ou les États-Unis, n'ont plus ce type d'industrie puisque en fait, c'est un coût trop élevé. Et donc, les entreprises sont parties plutôt délocalisées, notamment en Asie. Donc du coup, ça a précipité un petit peu ces grandes zones de territoire qui ne vivaient que de ces usines-là, notamment donc automobiles. Mais on vous dit, aucune ne le vit au niveau de Détroit, ville fantôme de 370 km², dont plus d'un quart du territoire. 100 km², l'équivalent de Paris, est vide. La ville est un gruyère géant où pas un seul quartier, même chic, n'échappe aux trous honteux. Maisons abandonnées, rues désertes, enseignes fermées. Donc, en effet, Détroit est souvent pris comme exemple puisque c'est vraiment une des villes du monde qui a le plus souffert des crises économiques et où on a vu vraiment les stigmates de cette crise. Et donc, c'est devenu vraiment une ville fantôme, une ville abandonnée avec des quartiers en effet complètement délabrés, en friche, en plein centre. Donc, c'est assez particulier. Donc, ça, justement, on le voyait bien, je trouve, dans le timelapse, la vidéo juste avant, où on voit bien à quel point les quartiers sont complètement délabrés, notamment la Grande Gare, qui est un monument de Détroit, qui est très belle et qui est complètement désaffectée. Donc, vous voyez, comme le paysage est marqué par cette crise. Voilà. Ensuite, donc vous avez Détroit en chiffres, c'est pour un peu vous aider. Donc 18 milliards de dollars, c'est le montant de la dette de la ville. Donc c'est impressionnant, 18 milliards de dollars. Alors je ne sais pas si vous avez l'ordre de grandeur, mais voilà, pour une ville, c'est énorme. 78 000, c'est le nombre de bâtiments à l'abandon, donc vous imaginez. 58 minutes, c'est le temps moyen d'intervention de la police contre 11 minutes au niveau national. Donc Détroit a aussi un gros problème. Alors peut-être c'est quelque chose que vous avez déjà entendu, c'est quand même une ville du crime, où il y a énormément de criminalité due à la pauvreté. Et en fait, la ville a tellement pas d'argent qu'ils peuvent même pas payer assez de policiers. Et donc, du coup, la criminalité augmente parce que les interventions policières sont trop longues. Voilà. On a 36,2% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté, contre 15,7% dans le Michigan, c'est là où se situe Détroit. Donc, vous voyez que la population est très pauvre. 16%, c'est le taux de chômage officiel.
contre 8,4% dans le Michigan. Et enfin, 1500, c'est le nombre de fermes et de jardins cultivés sur des terrains en friche. Donc ça, on le verra, c'est le côté un peu plus sympa qu'ils essayent de faire. Donc là, ces chiffres plus le texte, plus les vidéos, c'est pour vous faire comprendre en quoi. Donc Shrinking City, cette ville qui rétrécit à cause de crises diverses qui ont fait partir les principaux employeurs et les principales industries du territoire. Et donc cette ville, elle est marquée par l'abandon et par la pauvreté. Voilà, donc vous avez justement une vue du centre. Donc vous voyez qu'on a dans le plein centre ce fameux CBD, quartier des affaires, qui est toujours là, mais qui peine à rester important. On a du coup Renaissance Center, qui est le gratte-ciel de General Motors. Donc en effet, ils essayent quand même de refaire renaître un petit peu ce CBD. On a donc la rivière de Détroit, le Canada au loin, ça je vous laisse faire. On a donc le grand stade du football américain. Mais vous voyez que derrière ce centre, enfin devant, sur l'image, on voit, on s'attendrait normalement à ce qu'il y ait plein de bâtiments. Normalement, toutes les villes qu'on a vues, si on prend Londres ou même New York qu'on avait étudié juste avant, ou toutes les images que vous avez vues dans le diaporama d'avant, le paysage est marqué par un CBD et puis derrière on a énormément de bâtiments du centre. Là vous voyez qu'il y a des trous. Donc on a des blocs avec des maisons détruites, des usines désaffectées. On voit là à quel point en fait la ville a été abandonnée, quoi. Voilà. Donc par contre, il y a un espèce de petit renouveau où on a de nouvelles startups. Donc les startups, je vous rappelle que c'est des entreprises spécialisées du numérique qui vont s'installer dans le quartier d'affaires pour essayer de faire remonter Détroit. Puisque Détroit aujourd'hui, je pense que dans la vidéo, vous l'avez compris, elle a cet avantage, c'est que comme c'est une ville qui a été abandonnée, qui est mal vue, elle est peu chère. Et donc pour des jeunes entrepreneurs, c'est plus facile de s'installer à Détroit, où ils payent beaucoup moins cher pour installer leur entreprise qu'à New York, où le marché est complètement saturé. Donc aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes entrepreneurs qui ont envie de tenter leur chance et qui montent leur petite société, leur petite start-up à Détroit. Ensuite, donc, vous avez une carte qui vous montre justement un petit peu ce centre, avec donc l'idée d'une ville en crise, avec les quartiers pauvres, vous voyez qui sont très nombreux, des sites industriels donc en crise, avec donc le General Motors qui n'arrive plus à survivre, et surtout donc la coupure entre les quartiers noirs pauvres et les quartiers blancs les plus aisés du nord. Donc c'est cette ligne, la 8 Mile, on en reparlera. Une ville qui par contre essaye de s'en sortir, donc c'est ça aussi que je veux que vous reteniez, c'est-à-dire qu'à la fois c'est une Shrinking City qui a connu la crise, mais aujourd'hui elle essaye de rebondir, elle essaye de se relever et de se redynamiser. Donc du coup on crée des sites touristiques, on essaye en fait de jouer sur le côté plus culturel. Spirit of Detroit par exemple, Pewabic Pottery, Detroit Golf Club, voilà, on a plusieurs sites comme ça. On va créer aussi des espaces verts pour éviter, on va réaménager les friches, les endroits un petit peu désaffectés en espaces verts pour en faire une ville agréable. On va aussi donc avoir des grandes voies de communication pour essayer de la reconnecter déjà aux États-Unis et puis pourquoi pas au monde. Et vous voyez qu'il y a quand même des quartiers aisés, même s'ils sont peu nombreux, qui reviennent, puisque comme je vous ai dit, il y a quand même des gens qui essayent de redynamiser cette ville et qui reviennent. Et enfin, donc le fameux centre des affaires, le fameux CBD. Vous voyez qu'il est petit comme le CBD, mais qui est là et qui essaye de se renouveler.
Donc justement, en plus de ce que vous avez pu voir dans les vidéos, dans ce renouveau, il y a des nouvelles initiatives, surtout sur le côté artistique et culturel. Donc notamment, ils ont créé un label qui s'appelle Made in Détroit, dont le slogan, excusez-moi, sont les temps durs passent, les gens forts restent. Donc pour montrer que voilà, Détroit est une ville qui a souffert, les habitants ont souffert, mais ils sont toujours là et ils ont envie de rebondir et ils se laisseront pas faire. Voilà, donc Made in Détroit, ils font plein de choses, notamment c'est un label de musique. On a des projets artistiques comme le projet Heidelberg avec des maisons colorées, des installations artistiques à partir d'objets de récupération. Donc en fait, ils se servent finalement de ces maisons abandonnées, de ces friches pour créer des maisons artistiques, en faire de l'art. Et ce côté un peu artiste, la culture underground américaine, c'est-à-dire que là on est dans une culture un peu différente de la culture classique, attire énormément de touristes. En fait, ils essayent de faire de Détroit une ville très branchée, très artistique, et notamment dans le milieu musical. C'est une des grandes scènes de la musique urbaine, et notamment du rap et de la soul américaine. Alors justement, pour revenir sur ce côté très artistique, underground, alors qu'il n'est pas voilà, la culture classique qu'on peut trouver dans certaines villes, eux ils vont jouer plutôt sur cette culture de la rue, sur cette culture noire américaine, entre guillemets, ou plutôt voilà, des quartiers un peu dits populaires, notamment le rap qui est très très important à Détroit. Et je vous ai mis donc l'exemple d'un des plus grands rappeurs de Détroit, un des plus connus du moins. Alors en effet, c'est plus ma génération, mais je pense que quand même vous le connaissez, c'est Eminem. Voilà, donc on vous dit Eminem lui-même, pauvre blanc, se met en scène dans un film biographique. Et notamment, alors pourquoi pas, alors c'est un film qui est assez dur quand même, mais avec l'autorisation de vos parents si ça vous intéresse. Donc c'est un film qui s'appelle 8 Mile, excusez-moi, justement en référence à la coupure que je vous ai montrée entre quartier riche et quartier pauvre à Détroit. Donc il en a fait un film. Et du coup, pour montrer cette frontière entre donc cette grande avenue, artère, qui sépare les Noirs et les Blancs, puisque Détroit aussi connaît de gros problèmes raciaux en fait. Donc déjà les États-Unis connaissent encore beaucoup de problèmes par rapport à ça, et Détroit est marqué aussi par ce problème-là. Donc Eminem, on vous dit, a voulu franchir cette barrière. Il est né du côté blanc, il a franchi en allant du côté noir. Il a placé Détroit au cœur de son art et au cœur de sa vie. Il n'a jamais réussi à quitter Détroit. Il a une relation d'amour-haine avec cette ville dont il ne peut pas se défaire. Il parle au nom des pauvres blancs, mais avec la langue et avec la voix des Africains américains, c'est-à-dire le rap. Il est parvenu à être la voix de Détroit sur la scène musicale. Avant lui, le rap n'existait pas à Détroit. Eminem a d'une certaine façon incarné ce ralentissement du déclin de Détroit. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous ai mis Eminem, parce qu'en effet, c'est lui qui a permis à ce que Détroit devienne une grande scène du rap. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de rappeurs qui viennent de Détroit et qui sont très connus à l'image d'Eminem. Voilà, après je vous laisse faire plus de recherches si la biographie d'Eminem vous intéresse. Ensuite, autre solution, autre projet pour faire de cette ville une ville un peu plus agréable et où la crise n'est pas aussi visible. Ils vont aussi faire des jardins partagés, c'est-à-dire que à la place des maisons qui étaient abandonnées, des friches, ils vont donc tout casser, détruire et en faire des grands jardins communautaires. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est devenu le berceau mondial de l'agriculture urbaine, ce qu'on appelle les urban farming, c'est-à-dire qu'ils créent des fermes en plein centre-ville. Je trouve ça assez extraordinaire, surtout dans une époque où l'écologie devient importante et où l'alimentation devient un sujet assez problématique. Eux, ils ont décidé, voilà, vous voyez, de prendre le contre-pied et de faire une ville qui innove en fait, qui innove sur le plan écologique, sur le plan culturel et surtout sur le plan social avec ces urban farming.
Allez, donc la carte mentale de Détroit, une Striking City. Alors, je vous laisse faire la présentation de la ville, donc je vous fais laisse faire vos petites recherches. Dans votre livre, vous avez la page... j'ai oublié la page, excusez-moi. La page 194-195 qui est aussi destinée à Détroit. D'ailleurs, vous allez voir que j'ai pris certains documents de votre livre. Donc déjà, ça vous permet de savoir où, à peu près où elle se situe. Mais voilà, je vous laisse chercher un petit peu sur Internet. Où est-ce qu'elle se situe aux États-Unis, dans quel état. Après, présentation de la ville, c'est un peu les chiffres. Vous pouvez mettre un peu les chiffres que je vous ai donnés, notamment sur le nombre d'habitants et compagnie. Et notamment de quel nombre d'habitants elle est passée à quel nombre d'habitants. Ensuite, donc, me parler des causes du rétrécissement. Donc ça, c'est pareil, vous avez tout dans les documents. Je vous ai bien expliqué. Les problèmes que cela a entraîné. Donc pareil, il suffit de reprendre, bien sûr, tout ce que je vous ai expliqué, ainsi que les vidéos que je vous ai mis. Et enfin, les solutions de projet, je pense que là, j'ai été assez claire aussi. Donc voilà, à vous de la remplir. Je vous donnerai par contre cette fois la correction un peu plus tard. Je vous laisse un petit peu bosser. Donc Détroit, une Striking City. Voilà, je pense que c'est assez clair quand même. Cette leçon, elle est assez facile. Bossez bien, puisque comme je vous ai dit, c'est une leçon dont vous aurez besoin de tout ce chapitre pour les épreuves communes.